Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de français du mercredi 28 avril 2021. Avant toute chose, comme d'habitude, les consignes. Prenez de quoi écrire, votre cahier de français et le plus important, le texte Le loup, la chèvre et le chevreau que je vous ai demandé de coller dans votre cahier. Si vous l'avez perdu ou ne le retrouvez plus, vous pouvez retrouver ce texte dans mon espace pédagogique et l'imprimer. Vous allez dans Espace pédagogique, lettres ou français, 6e 10 et 6e 11, blog, chapitre 5. Et si vous n'arrivez toujours pas à accéder à mon espace pédagogique, j'ai fait une vidéo tutoriel sur YouTube dont j'ai remis le lien sur Pronote. Et pour finir, celui que vous attendez tous, le GIF pour vous indiquer de mettre en pause et de travailler un peu. Vous allez me chercher votre matériel et votre texte et on s'y met. Aujourd'hui, nous allons lire et étudier une fable de La Fontaine, Le loup, la chèvre et le chevreau. Le loup, la chèvre et le chevreau. La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet: Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit, pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe, il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup !» et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point !» s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point, chez les loups comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Alors, un petit point de vocabulaire, et vous les avez déjà sur votre texte, mais je le répète. Donc, fermer sa porte au loquet, hein, c'est en fait tout simplement fermer sa porte à clé. Gardez-vous sur votre vie, c'est faites attention sur votre vie, c'est-à-dire c'est de façon très très importante hein, pour ne pas perdre la vie. Pour enseigne et mot du guet, c'est pour signe de reconnaissance et mot de passe en fait. Foin du loup et de sa race, c'est maudit soit le loup et sa race. Le loup de fortune passe, de fortune ça veut dire par hasard, donc le loup passe par hasard. Il les recueille à propos, donc au bon moment. Le glouton, bah, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Contrefaire, en fait, c'est faire semblant. Il change donc sa voix. D'une voix papelarde, c'est une voix hypocrite. Il fait semblant, il la change. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. Donc soupçonneux, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez Bon, le mot du guet, c'est le mot de passe. De fortune, toujours, c'est par hasard. Et bien sûr, hein, la bique, c'est la chèvre et le biquet, c'est le chevreau, hein, ici. Donc, bah, vous avez déjà une petite idée de qui sont les personnages, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous trouviez tous les personnages de l'histoire dans le texte. Bon, ce qui est bien, c'est que les personnages apparaissent plusieurs fois dans le texte. Dès le début, vous avez la bique, donc la chèvre. Ensuite, plus loin, elle parle à son biquet, donc à son chevreau. Vous avez le loup de fortune qui passe. Vous avez de nouveau la bique dont on parle. Le glouton fait référence au loup, évidemment. Alors, je n'ai pas pris en compte tous les pronoms, hein, les il, les elle, etc. que vous voyez. Hein. Moi, c'était vraiment le nom et vous allez voir que c'est important. Je vais le réutiliser après. Vous avez après dans la deuxième partie le biquet soupçonneux, donc on reparle du chevreau. Où serait le biquet s'il lui ajoutait foi? Vous avez le retour du chevreau. Vous avez également un peu les loups au-dessus, mais c'est chez les loups, c'est d'un point de vue un peu général. C'est pas le personnage ici. Et vous avez notre loup. Là, le notre loup, c'est complètement différent de chez les loups, c'est notre loup. C'est-à-dire, vous avez vu que le narrateur le prend aussi d'un point de vue, en fait, on va dire, un peu affectif. Notre loup, c'est celui de notre histoire.
Alors maintenant qu'on a repéré donc les trois personnages importants, hein, le loup, la chèvre, la bique et le chevreau, le biquet, de quoi finalement parle ce texte tout simplement? Nous pouvons diviser l'histoire en trois parties et c'est exactement ce que j'ai indiqué avec mes trois couleurs différentes. Donc dans la première partie, vous avez la chèvre, la bique, qui va laisser son chevreau, le biquet, en lui demandant de n'ouvrir qu'au mot de passe. Donc ici, c'est la situation initiale de l'histoire. On est d'ailleurs au centre de la ruse de la chèvre. D'ailleurs, vous voyez que j'ai laissé en gras le terme de bique qui arrive dès le début. Elle est au centre de la première partie. Ensuite, donc deuxième partie, en rouge, le loup, malheureusement, entend le mot de passe et va le donner au petit chevreau en contrefaisant sa voix, en se faisant passer pour la chèvre. Donc c'est ici la deuxième partie et ça correspond à l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est le fait que le mot de passe a été entendu. Et ça correspond à la ruse du loup, le fait qu'il utilise le mot de passe en se faisant passer pour la chèvre. C'est pour ça que j'ai gardé le terme de loup en gras, il est au centre même de la deuxième partie. D'ailleurs, les « ils » reviennent très souvent, il les recueille, les garde, il la voit, il contrefait, il demande, etc. Donc on voit bien que c'est lui qui est au centre. Troisième partie en bleu, le chevreau n'ouvre pas et va alors demander patte blanche. Le loup ne peut pas montrer patte blanche et alors il s'en va et l'histoire est terminée. Ici donc c'est la troisième partie et elle correspond donc à la résolution et au dénouement de l'histoire et elle correspond à la ruse du chevreau. Le biquet apparaît d'ailleurs au début de ma troisième partie et lui revient le plus souvent dans cette partie-là. Il parle au discours direct, hein, vous avez vu, entre guillemets. S'écria-t-il d'abord? Voilà. Et que reste-t-il à la fin en noir? C'est bien la morale. Elle aurait pu être au début de la fable. Repensez à la fable de Phèdre, par exemple, avec le loup et la cigogne. On se rappelle que la morale est une leçon de vie pour le lecteur. C'est une vérité générale qui concerne toutes les situations de la vie et pas seulement ce qu'on lit dans la fable. Maintenant que vous savez cela, où est réellement la morale ici? Les deux derniers vers sont généraux, valables pour toutes les situations, c'est la morale. Deux sûretés valent mieux qu'une et le tronc en cela ne fut jamais perdu. Les trois vers au-dessus sont une transition entre l'histoire et la morale. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? D'après vous, quelle est la réponse à la question? Bon, la réponse est très simple, hein. Si le chevreau avait écouté le loup la première fois, il serait mort mangé. Maintenant, expliquez-moi la morale, les deux derniers vers ici, avec vos mots à vous. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça peut vouloir dire en fait tout simplement, il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Si vous trouvez quelque chose d'équivalent, ça marche aussi. Maintenant qu'on a vu les personnages, les différents moments de l'histoire et qu'on a compris comment fonctionnait la morale, vous avez vu que tous les personnages font preuve de ruse. Mais d'après vous, qui est le plus rusé des trois et pourquoi? Le plus rusé, c'est le chevreau, parce qu'il arrive à détourner la ruse du loup et en inventer une nouvelle. Nous avons donc vu les différents moments de ruse et l'ensemble de l'histoire. Nous allons voir également que la forme de la fable permet de mettre en avant le fond. Nous allons revenir sur le texte propre, ce sera plus lisible. Pour étudier la forme de la fable, il nous suffit de reprendre notre guide pour commenter un poème. On peut déjà éliminer les strophes, le texte est d'un seul bloc. À part peut-être sur votre texte à vous, où la morale est détachée. D'ailleurs, comment appelle-t-on une strophe de deux vers? Une strophe de deux vers est un distique. Notez-le bien sur votre texte.
Ensuite, nous allons regarder ce qui est le plus facile à étudier, c'est-à-dire les rimes. Sur votre texte, soulignez les rimes à chaque vers et indiquez si ce sont des rimes plates ou suivies, de la forme AA-BB, des rimes embrassées, de la forme ABBA, ou des rimes croisées, de la forme AB-AB. Allez-y. Alors, mamelle, nouvelle, ce sont des rimes plates ou suivies. Loquet, biquet, rimes plates ou suivies. Alors attention, maintenant nous avons aussi biquet, vi, di et gai sont des rimes embrassées. Donc on peut considérer que les deux aussi ça marche. Les suivis avec embrassés. Ensuite, race, mot, passe et propos sont des rimes croisées. Mémoire, croire sont des rimes plates ou suivies. Glouton, ton sont des rimes plates ou suivies. Papelard, de loup, cou, regarde sont des rimes embrassées. Point, point sont des rimes suivies, plates ou suivies. Usage, langage sont des rimes plates ou suivies. Alors, un petit temps parce que je n'ai pas prononcé les lettres que vous attendez à ce que je prononce et j'en profite pour faire un petit temps culture. Donc, quand vous dites un mot qui sonne mal ou de façon ridicule, d'ailleurs en grec le terme de kakemphaton qui vient d'apparaître sur votre écran signifie une parole qui sonne mal, d'accord? Ça provoque le rire et ça peut être sujet d'humour. Vous avez par exemple caca, cucurbitacé, la bique aussi, le biquet, je pense que vous avez dû rire un petit peu quand on en a parlé et quand on l'a lu, et vous avez d'autres types de gros mots que je vous épargne ici. Donc voilà, je viens de vous apprendre très rapidement un mot qui va vous permettre de briller en société, d'apprendre par la même occasion, pourquoi pas, une insulte du capitaine Haddock, et inventer un nouveau nom de pharaon. Je vous l'offre, c'est cadeau. Mais reprenons. Soit, foi, ce sont des rimes plates ou suivies. Fortune entendue, une perdue, ce sont des rimes croisées. Donc ça c'est bon, vous avez vu qu'en fait dans l'ensemble de la fable, nous avons un mélange de rimes plates ou suivies, croisées et embrassées, un peu partout. D'accord. Donc notez bien les lettres en face de vos vers, s'il vous plaît. Alors, il ne nous reste maintenant plus que les vers en eux-mêmes et le décompte des syllabes. Pour cela, nous allons revenir à un texte propre. On se rappelle que les vers sont des lignes qui commencent par une majuscule et ont un nombre de syllabes délimité. Rappelez-vous aussi que le E en fin de vers et devant voyelle disparaît et qu'il faut bien prononcer le E devant consonne. Maintenant, allez-y, comptez-moi tous les vers. Alors, vous avez vu, j'ai donc mis les différents types de vers que j'ai trouvés, donc à 7 syllabes, à 8 syllabes et à 12 syllabes, et je vous ai également mis la découpe de quelques vers. Ainsi que, vous avez vu, j'ai indiqué entre parenthèses les E qui n'étaient pas prononcés. Donc je vais faire les 3 vers que j'ai découpés. Le premier, l'abicalant, remplir sa traînante mamelle. Vous avez vu que le E de bic disparaît et que vous devez tout dire d'affilée. Donc, cal, bicalant. Voilà. Mamelle aussi, le E est à la fin d'un vers, donc il disparaît également. Vous avez ensuite donc le vers de 7 syllabes. Épaître l'herbe nouvelle. Donc, il faut bien insister sur les E quand ils sont devant consonne. Paître l'herbe nouvelle. Là, par contre, le E, vous l'oubliez, il est à la fin du vers. Même chose, je vais vous faire donc dans la deuxième partie, vous voyez, le vers de 8 syllabes. Et croyant entrer tout d'un coup. Ici, c'est bien découpé. Alors maintenant qu'on a trouvé ces 3 types de vers, est-ce que vous vous rappelez comment on les appelle? Donc les vers de 7 syllabes, de 8 syllabes et de 12 syllabes.
Donc le vers majoritaire hein, qu'on voit le plus souvent ici, le vers de 7 syllabes, ça s'appelle un heptasyllabe. Voilà, hepta ça veut dire 7 et syllabe, bon, c'est transparent. Ensuite, le deuxième type de vers que l'on voit le plus souvent ici dans cette fable, c'est évidemment l'alexandrin. Donc vous connaissez bien 12 syllabes. Et enfin, le dernier, que vous connaissez aussi pas mal, de 8 syllabes, c'est octosyllabe. Octo, ça veut dire 8, et syllabe, c'est transparent. Bon, notez bien hein, les chiffres et les noms des types de vers sur votre texte. Alors, quel effet produit ces différents vers? Vous avez vu de 12, 7, 12, 7, 12, 8, 12, 8, 12. Donc tous ces changements en fait de vers, ça fait des changements de rythme. Le premier vers, la bicalant remplir sa traînante mamelle. En plus, c'est très amusant puisque vous avez le mot traînante et vous avez également le vers qui traîne. Parce qu'il est long, il a 12 syllabes. Vous avez ici le premier vers d'introduction qui est long, qui est très solennel. C'est le début de l'histoire. Après, vous avez un début relativement rapide en 7 syllabes. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut qu'on sache quelle va être l'histoire. Et après, dans la deuxième partie, vous avez ici un rythme un peu plus saccadé. Vous avez tout d'un coup le rythme qui ralentit avec le vers « Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton ». Ici, c'est lent, c'est la mise en place de la ruse du loup. Puis tout d'un coup, beaucoup plus rapide et d'une voix papellarde, 7. Après, on revient sur du lent. Il demande qu'on ouvre en disant « foin du loup », c'est la ruse du loup. Rapide, c'est l'action, et croyant entrer tout d'un coup. Donc là, le loup pense que ça y est, il va pouvoir rentrer le plus vite possible. On a donc à la fois, par ce changement de 12, 7, 12, 8, un certain malaise. Ce rythme saccadé va créer du suspense. Mais que va-t-il arriver au chevreau? Et après, le rythme s'allonge, s'étend, ralentit. Vous avez vu sur les 6 vers restants. C'est la ruse du chevreau qui va jusqu'au point culminant, jusqu'à la résolution. Puis après, on revient à un rythme normal avec 8. Au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu. Voilà. Et après, tout à la fin, nous avons le dernier vers, et le trop en cela ne fut jamais perdu. C'est le vers de conclusion. C'est terminé. Conclusion de la fable, conclusion de la morale. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous voyez qu'en fait, le dernier vers de 12 syllabes, en fait, répond au tout premier vers de 12 syllabes. C'est le cadre, c'est l'histoire. Ça a commencé, maintenant c'est terminé. Donc voilà, nous avons étudié toute la fable et nous avons vu qu'il y avait plein de choses à dire sur le fond et sur la forme. Place au bilan maintenant. Alors, je vous lis le bilan, puis vous pourrez le recopier dans votre cahier. Soit si vous avez collé votre texte à gauche dans votre cahier, bah vous écrivez votre bilan en haut à droite hein, sur la page à côté de votre texte. Soit si vous avez collé votre texte à droite de votre cahier, et ben vous tournez la page et vous écrivez en haut de la page que vous venez de tourner. Donc bilan. Dans cette fable de La Fontaine, le loup tente de tromper le chevreau, mais ce dernier se montre plus rusé que lui et le trompe à son tour. Contrairement à Scapin qui fait des ruses pour aider, et Renard qui en fait pour tromper, ici le chevreau, qui est un personnage faible, utilise la ruse pour survivre face à un personnage plus fort, le loup. Donc allez-y, vous allez pouvoir donc écrire le bilan. Maintenant que vous avez écrit le bilan, nous allons pouvoir passer aux devoirs à faire. Voici les consignes pour la prochaine fois. Alors, pour vendredi, donc dernier délai, vendredi 18h, dernier délai, j'aimerais que vous répondiez au questionnaire cuisinière sur donc cette fable, le loup, la chèvre et le chevreau, dont je mettrai le lien sur Pronote. Ça me permettra de vérifier que vous avez bien suivi le cours et que vous avez bien compris de quoi il était question. C'est des questions toutes simples. Certaines même on y a déjà répondu, donc si vous avez regardé ce cours comme il faut, vous pouvez répondre aux questions. Ensuite, donc pour la rentrée, ce sera quand on se verra, j'aimerais que vous mettiez au propre l'association de chaque chapitre du roman de Renard que vous avez faite avec une fable de La Fontaine.
soit l'équivalent de 15 fables. Donc pour ceux qui ont une édition différente, d'accord, vous ne choisissez que 15 fables. Si vous en avez plus, c'est pas la peine. Donc je répète, hein, la consigne ici, c'est à chaque chapitre que vous avez lu du roman de renard, vous associez une fable que vous pensez bien aller, pour les personnages, pour la situation, pour ce que vous voulez. Maintenant, vous allez me mettre tout ça au propre, donc sur une feuille, pas une feuille déchirée d'un cahier, une vraie feuille avec des trous de classeur, avec la marge à gauche et votre nom, prénom et classe à gauche. Ce sera un exercice ramassé, ça me permettra de vérifier que vous l'avez bien fait. Toujours pour la rentrée aussi, j'aimerais que vous mettiez bien à jour votre cahier de français en recopiant tous les bilans. Les bilans, c'est ceux que vous venez de faire, donc c'est le cours juste avant les vacances et c'est ce cours-ci, d'accord? Le bilan que vous venez de recopier à l'instant. Si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave. Mais pour ceux qui ont oublié, pensez bien à les recopier. Je vais également vérifier les cahiers à la rentrée. Donc je crois que c'est tout. Évidemment, si le travail n'est pas fait, il y aura des conséquences et des suites à la rentrée. Et ça, j'avais prévenu par mail, j'avais prévenu également à l'oral avant les vacances. Donc prévenez également vos camarades pour ceux qui ne seraient pas au courant. Tout sera mis sur Pronote évidemment. Et si vous n'avez pas compris mon cours ou les devoirs à faire, vous m'envoyez un message sur l'ENT. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt en présentiel.